Petit avertissement avant cette vidéo. La vidéo que nous réalisons aujourd'hui traite d'un sujet grave et difficile. Nous condamnons évidemment toute forme de racisme et nous vous demandons dans les commentaires de faire preuve de bienveillance et de ne pas poster de messages qui pourraient blesser autrui. Et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un thème que nous avions très envie d'aborder sans pour autant identifier la manière dont nous allions pouvoir le faire sans paraître totalement hors sujet. Cette vidéo sera l'occasion d'explorer la manière dont J.K. Rowling a choisi de traiter de ce sujet parmi tant d'autres dans ses livres. J.K. Rowling a conçu une œuvre littéraire où elle aborde à peu près toutes les grandes thématiques à laquelle doivent faire face nos sociétés contemporaines. Si elle n'a pas voulu porter la question sur la couleur ou sur les origines ethniques des personnages de la saga, elle a cependant tenu à ce que ce sujet soit partie intégrante de son aventure et de son histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est aussi pour nous l'occasion de commenter un peu les propos de Katy Lang, l'interprète de Cho Chang, dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. En effet, elle a révélé avoir été victime de racisme de la part de fans pendant la période de Harry Potter et la Coupe de Feu, puis de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Évidemment, tous les propos et toutes les pétitions dont elle a été la victime doivent être condamnés, mais cela nous permet de faire un point également sur le fanatisme dont certains fans se rendent coupables, car malheureusement parfois la passion dépasse les limites de l'acceptable pour se réfugier dans l'ignoble. Toutes les sagas à grand succès ont leurs fanatiques, c'est un grand classique. Mais il est vrai que la violence dépasse parfois toutes les limites. C'est ainsi que Katy Lang a vu l'apparition de sites internet contre elle en raison de ses origines asiatiques, et la Warner et ses agents ont choisi d'opter pour le silence complet à l'époque sur cette question, et des comportements déplacés dans les événements publics ou privés de sa vie à cette période n'ont pas été condamnés alors qu'elle bénéficie évidemment d'une très grande exposition médiatique. Ces faits tiennent en partie à deux choses. D'une part, les fanatiques sont souvent dans l'incapacité de faire la différence entre le virtuel et le réel. Katy Lang joue un rôle qui n'est déjà pas populaire de base dans les livres, alors dans les films c'est encore plus compliqué. Ainsi, ce que son personnage fait subir dans la fiction à Harry Potter est transposé dans le monde réel de manière complètement incroyable. D'autre part, ce racisme vient aussi d'un manque flagrant de culture, mais aussi de savoir-vivre et de tolérance. Pas étonnant, c'est le leitmotiv de nos sociétés où aujourd'hui chaque ethnie est la cible d'insultes ou de crimes racistes. Lang avait seulement une quinzaine d'avance lorsqu'elle a dû faire face à ces propos très violents vis-à-vis d'elle. Ce qui est d'autant plus étonnant, mais nous y reviendrons, c'est que Harry Potter est une histoire qui appelle à la tolérance universelle et tente d'enseigner quelque part que cette tolérance ne peut pas être remise en cause ou être franchie. C'est vraiment quelque chose de très présent dans le roman de J.K. Rowling. Il y a donc certains fans qui n'ont pas nécessairement bien compris l'histoire. Bon, maintenant qu'on a un peu expliqué ce qu'a vécu Katy Lang, il est temps de rentrer dans le vif du sujet que nous vous proposons aujourd'hui. J.K. Rowling, on le disait, a toujours voulu véhiculer un message qui allait à l'encontre de toutes les discriminations, de toutes les haines et de toutes les inégalités. C'est l'un des pivots véritablement de sa saga. Pour traiter de la question du racisme, elle n'a pas souhaité pénétrer véritablement sur la question des ethnies, mais a plutôt emprunté deux chemins distincts, lui permettant d'aborder le sujet sans tomber dans la tarte à la crème ou dans le pathos, ce qui a toujours été pour elle également un préalable dans son écriture. La première manière, évidemment, c'est la question relative au statut du sang de chaque sorcier. Cette question, si elle est absente de Harry Potter à l'école des sorciers, va être amenée pleinement dans l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des secrets, avec cette fameuse inscription « La Chambre des secrets a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde ». On apprend très rapidement la signification de cette phrase et elle remonte à très longtemps. Cette question du statut du sang n'est pas une invention contemporaine du monde des sorciers. Elle est même, à la base, quelque part, de l'équilibre des forces entre le mal et le bien depuis la fondation de Poudlard et probablement même encore bien avant. Quand les 4 fondateurs de Poudlard, que sont Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Helga Poufsouffle et Salazar Serpentard, se sont unis afin de construire la première école de magie de Grande-Bretagne, des désaccords sont très rapidement apparus entre eux sur les élèves qui avaient leur place ou non dans les murs de l'école.
Salazar Serpentard prenait la supériorité des sangs purs sur les jeunes sorciers venant d'une famille de moldus, les fameux Sandbourg. Cette vision, totalement ségrégationniste au sens propre du terme, débouchera sur un affrontement et l'expulsion de Salazar Serpentard qui, pour se venger, cacha un basilic dans la chambre des secrets dans les entrailles de Poudlard. L'histoire aurait pu s'arrêter là, la distinction disparaître au fur et à mesure des siècles, et le basilic sagement en sommeil dans son antre. Seulement les choses évidemment tournèrent autrement. On sait que Salazar Serpentard eut une descendance par l'intermédiaire des Gaunt et que ses reliques furent dispersées au fur et à mesure des siècles entre plusieurs branches. Mais ce qui lui a surtout survécu, en dehors de cet héritage purement généalogique, ce sont des idées fondées sur le rejet et la peur vis-à-vis des sorciers issus d'une famille moldue qui viendraient remettre en cause la prétendue supériorité du sang pur. Même pire que cela, il est clairement sous-entendu dans le récit, et cela a plus ou moins été confirmé d'ailleurs par J.K. Rowling, que dans l'optique de Salazar Serpentard, le sang moldu viendrait affaiblir la magie au risque de la faire disparaître. Les bases d'une théorie néfaste et donc raciste dans son essence étaient donc posées par Salazar Serpentard lui-même. L'héritage idéologique, qui est le sien, ne fera qu'envenimer la situation au fur et à mesure des siècles, en délimitant de manière très nette deux camps. L'un minoritaire, extrêmement conservateur et pour le coup pas franchement dans la tolérance, et l'autre camp qui ne se pose pas le moins du monde le début du commencement d'une question sur le sujet. Tout au long de l'histoire des ministres de la magie successifs, certains ont été plus ou moins favorables à la question du statut du sang, généralement bien mis en valeur par des fameux conseillers plutôt haut placés et qui venaient tous exclusivement des familles au sang le plus pur possible et dont la longue lignée de sorciers était là pour en témoigner. Cette problématique n'est d'ailleurs pas uniquement cantonnée à la Grande-Bretagne, et on le voit bien puisque dans les Animaux Fantastiques, c'est aux États-Unis qu'on observe des lois d'une dureté absolument extrême, les fameuses lois de Rappaport qui viennent encadrer les relations entre les moldus et les sorciers et qui se tiennent en une idée simple et précise, aucune relation n'est tolérée. Alors, évidemment, tout cela est habillé sur la bonne vieille question du secret obligatoire autour du monde magique. Mais il n'est pas non plus impossible qu'en réalité, il s'agisse aussi de limiter la perte de l'essence même de la magie en liant des sorciers à des moldus. Il faut dire que l'histoire des sorciers d'Amérique du Nord ne semble pas bien simple et évidemment beaucoup plus récente, puisque la création par exemple d'Ilvermorny remonte environ au XVIIe siècle alors que Poudlard avait déjà plus de 700 années d'avance. En Grande-Bretagne, a priori, il n'y a pas eu de loi comme celle-ci, mise à part durant le règne de Voldemort lors de la Seconde Guerre des Sorciers, qui est au final l'aboutissement de la période la plus importante pour notre propos. Tout au long de sa saga, J.K. Rowling a semé des indices, dévoilé ses intrigues et a pris pied dans les malheurs de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne pour servir véritablement d'appui et de trame de fond à son récit. En effet, vous aurez remarqué évidemment le parallèle immense entre les nazis et les mange-morts et la question du sang est évoquée dans ce récit comme l'était la question de la race dans la programmatique et presque pourrions-nous dire dans la mythologie nazie. En effet, les nazis ont porté cette logique de race supérieure et de race inférieure dès 1935 au travers des lois de Nuremberg, dont l'une de ces lois, adoptée dans le congrès annuel du NSDAP, le parti nazi, statue sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Vous voyez un peu le rapport ? Dans cette loi très courte, puisqu'elle ne présente que 7 articles, on retrouve un certain nombre d'inspirations régissant une grande partie des théories du monde magique sur le statut du sang. Dans son article 1er, la loi de Nuremberg prévoit l'interdiction des mariages entre juifs et citoyens de sang allemand ou apparentés. Ces mariages sont réputés comme étant nuls. Cela correspond plus ou moins à la mise en place du Code international du secret magique en 1689, qui a débouché sur une interprétation parfois un peu hasardeuse en fonction des pays et a entraîné de facto une baisse considérable du nombre de mariages entre sorciers et moldus afin de ne pas se retrouver en infraction. Au fur et à mesure des siècles, il y a eu un certain laisser-aller sur la question, en tous les cas pour la Grande-Bretagne, et le sang magique ayant tendance à circuler sur un trop petit nombre d'individus et causant quelques débats, a évidemment été réenrichi au fur et à mesure des mariages entre moldus et sorciers. Mais ce qu'il y a peut-être de plus marquant, c'est les décrets d'application de la loi de Nuremberg. Le tout premier décret d'application établit une classification raciale complexe qui divise finalement ceux qui ne font pas partie de la race élue, entre guillemets évidemment, les Aryens, et ensuite 2 autres catégories, les Juifs et les métissés de Juifs. Là aussi on retrouve la classification entre les sangs purs que l'on peut rapprocher évidemment de la race aryenne, les sangs mêlés qui correspondent aux métissés de Juifs, et enfin les enfants nés moldus des Juifs.
La définition donnée d'ailleurs des métissés juifs dans le second alinéa de ce décret d'application est très ressemblante à celle du statut des sans-mêlés. Entre parenthèses et entre guillemets, est métissé le juif, la personne qui descend d'un ou de grands-parents qui sont racialement des juifs intégraux. Évidemment, dans cette classification atroce des lois de Nuremberg, il fallait intégrer la dimension religieuse, ce qui n'est pas le cas dans Harry Potter, où la question de la religion est absente du récit, et nous en reparlerons d'ailleurs prochainement dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée à cette problématique-là. Ainsi est née, en tous les cas, dans l'inspiration de Rowling, cette classification ignoble dans le monde des sorciers, théorie du sang unanimement propagée, défendue et portée d'ailleurs par les Mange-Morts et Voldemort. D'ailleurs, il est intéressant de se pencher quelques brefs instants sur Voldemort, dans la mesure où ce dernier présente une sacrée similitude avec Adolf Hitler lui-même. Il faut se rappeler que Voldemort n'est en aucun cas un sang pur, puisque son père était un moldu. Mais c'était également le cas du Führer, qui lui aussi n'appartenait pas à la fameuse race aryenne. En matière de pouvoir, on est rarement à une contradiction près, et ces deux personnages nous le montrent bien. Plus le récit de Harry Potter avance, plus la théorie du sang prend de l'ampleur, et ceci au fur et à mesure que la seconde guerre des sorciers approche. Dès Harry Potter et la Coupe de Feu, les hostilités sont lancées dans le camping où séjournent Harry, Hermione et les Weasley lors de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Les Mange-Morts, ce soir-là, s'en prennent aux Moldus qui dirigent le camping et non pas aux sorciers. Cela sera pour le reste de l'aventure, évidemment. Lorsque le ministère tombe aux mains de Lord Voldemort dans Harry Potter et les reliques de la mort, la théorie du sang devient un précepte primordial dans la conduite des affaires magiques. On recense, on juge et on tue ou on emprisonne pour son statut de sang. Là aussi, toujours dans une dimension très nazie des choses, où les procès orchestrés par la présidente de la commission des Némoldus, à savoir Dolores Umbridge au passage, n'ont absolument rien à envier à la justice nazie de la Seconde Guerre mondiale. Si les Moldus sont de la chair à canon destinée à amuser les Mange-Morts, il en va de même pour les sorciers Némoldus, qui sont recherchés et emprisonnés quand ils ont de la chance. Il est parfois un peu toléré que les sans-mêlés continuent de travailler, mais c'est tout juste, et l'accès à Poudlard est tout bonnement interdit pour ceux que l'on appelle ouvertement désormais les Sandbourg. Les Mange-Morts, là aussi, jouent un rôle franchement inspiré des SS nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Même si l'on regarde la thématique vestimentaire, le noir pour les uns comme pour les autres, comme la marque des ténèbres qui est un équivalent fort et puissant de la croix gammée, c'est assez impressionnant et le lien s'établit en fait tout naturellement. C'est pour cela que nous sommes toujours un peu interloqués de voir ce symbole être parfois vénéré par des fans jusqu'à être tatoué sur le corps. La dimension symbolique est pour le moins un peu étrange, même s'il est tout à fait possible évidemment que beaucoup ne souhaitent pas faire le rapprochement. La théorie du sang pur n'est finalement pas quelque chose qui convainc la grande majorité du monde des sorciers, il ne faut pas se mentir non plus. Mais comme souvent lors du développement d'une dictature, malheureusement, il y a une poignée de gens qui résistent, il y a ceux qui œuvrent pour servir les buts de la dictature, et une très grande majorité qui se planque en attendant de voir simplement où le vent va souffler, soit par manque de courage, soit par manque de choix. Et ce fut cela pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement la même chose dans le monde des sorciers. Pour revenir aux lois de Nuremberg, quelques instants avant de passer à autre chose, il faut savoir que de tels écrits ont également existé dans le monde des sorciers, même si cela n'apparaît pas directement dans la saga Harry Potter et a été complété par J.K. Rowling sur son site internet. En effet, plusieurs ouvrages publiés au début du XVIIIe siècle par des sorciers de sang pur affirment qu'il existe des manières de repérer justement ces fameux sangs purs. La liste est pour le moins exhaustive. Apparition des capacités magiques avant l'âge de 3 ans, soit effectivement très précoce, un don lui aussi précoce pour le vol sur balai, une profonde aversion voire même un dégoût pour les cochons. Là aussi, un parallèle est aisément transférable avec la Seconde Guerre mondiale et évidemment la question juive, une surprenante résistance aux maladies infantiles, une grande beauté physique, rien que cela, et enfin évidemment une hostilité manifeste vis-à-vis des Moldus. Avec tout ça, on est servi. Bon, en réalité, tout cela ne repose sur aucune vérité scientifique malgré les études conduites par les autorités du ministère de la Magie, et de la même manière d'ailleurs qu'aucune des thèses nazies ne repose sur une quelconque réalité scientifique. Mais cela démontre bien les similitudes pour le moins très impressionnantes entre le régime du Troisième Reich d'un côté et le régime de Voldemort et de ses Mange-Morts de l'autre. La prétendue supériorité dans laquelle se drapent certaines familles de sang pur n'est autre en fait qu'une vaste fumisterie, même si cette idéologie perdurera encore longtemps. Il faut savoir d'ailleurs qu'un livre a été édité regroupant les 28 familles sacrées de sang pur de Grande-Bretagne et que si les Weasley en font partie, ils sont clairement identifiés comme étant des traîtres à leur sang, à l'instar par exemple de Sirius Black ou d'Andromeda Black,
pour leur attirance vis-à-vis des moldus. Tout mariage étant inacceptable en dehors des préceptes du sang pur, forcément c'est compliqué. Et pourtant c'est bien cela que la théorie de la pureté du sang a du plomb dans l'aile, car à force que les branches se croisent et s'entrecroisent, on en arrive à avoir des personnalités très instables psychologiquement et socialement, comme chez les Gaunt par exemple, pour ce qui est de la branche britannique en tout cas. Pour le moment, la théorie du sang n'a pas encore été véritablement abordée dans le monde des animaux fantastiques. Cela viendra probablement car elle est de toute façon à la base de la création de la plus célèbre école de magie d'Amérique du Nord, Ilvermorny, dont nous vous parlions dans une précédente vidéo. Elle est d'autant plus absente que les théories de Grindelwald sont encore plus radicales quelque part, même si elles finissent par rejoindre celles de Voldemort. En effet, Grindelwald voit un affrontement et une supériorité supposée des sorciers sur les humains, sans pour autant, à ce stade en tout cas, rentrer dans une classification précise du sang des sorciers. On ignore d'ailleurs pour le moment sa généalogie précise et donc son propre statut. Cependant, il est absolument certain que cette théorie sera abordée tôt ou tard dans la saga, puisque l'affrontement final entre Dumbledore et Grindelwald se déroule dans la Forêt Noire en 1945. On peut imaginer que les sorciers vont être partie prenante de la Seconde Guerre mondiale, comme ils le furent lors de la Première, puisque l'on sait par exemple que Thésée était un héros de la guerre et que Norbert était lui également sur le front avec les redoutables dragons, les Panses de Fer. Le moment n'est donc pas encore venu, mais il est certain que l'on se rapproche et on a vraiment hâte, très hâte de découvrir toute cette période du monde des sorciers, les rapprochements avec cette période historique passionnante dans le monde des moldus. Cependant, ce qu'il y a de certain, c'est que les animaux fantastiques poursuivent une autre piste, une autre manière pour J.K. Rowling d'aborder la question du racisme, car elle ne s'est pas en effet tenue à la simple question du statut du sang. Un autre modèle, déjà présent dans la saga Harry Potter en filigrane, semble bien plus développé dans les animaux fantastiques. C'est la question de l'hybridité de certains personnages. Comprendre par cela les loups-garous, les malédictus, les demi-géants, les centaures, bref, tout ce qui est de près ou de loin a une apparence humaine, mais altérée par une composition un peu étrange. La question des hybrides, telle qu'elle est traitée par J.K. Rowling, renvoie là aussi à une dimension importante de la tolérance. On peut être différent sans pour autant être monstrueux ou mauvais, et là-dessus, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle joue habilement sur 50 types de nuances dans sa manière d'aborder les choses. Si l'on prend le cas de Lupin, on sait que le statut des loups-garous est pour le moins difficile dans le monde des sorciers, et c'est parfaitement logique au final d'ailleurs, tant ces êtres propagent la crainte et sont connus pour abriter en eux une très grande violence pendant la pleine lune notamment. Mais Lupin, c'est tout le contraire. On peut donc venir d'une branche hybride, pas forcément sympathique, et l'être pourtant. Pareil avec Hagrid, on sait que les géants sont cruels et violents, mais Hagrid est un semi-géant capable de pratiquer la magie, qui a peut-être la plus grande empathie possible de tout le monde magique, et qui est prompt d'ailleurs à attirer également la sympathie. Concernant Nagini et son statut de malédictus, elle est condamnée à être dans un cirque, c'est dire le niveau. On sent bien aussi qu'elle est ostracisée dans le monde des sorciers, ou bien que capable encore d'être dans sa peau humaine, elle n'y a déjà plus véritablement sa place. Les hybrides, sous Voldemort, sont même mis au niveau que les sangs purs, même si là aussi on s'arrange encore avec la réalité. Par exemple, Fenrir Greyback, le loup-garou le plus dangereux de toute la Grande-Bretagne, ne peut être mange-mort et donc arborer la marque des ténèbres, mais fait partie des mercenaires, les rafleurs, qui parcourent les routes à la recherche de fugitifs. Concernant la situation des créatures magiques, elle n'est pas franchement meilleure, et on le voit notamment avec les elfes de maison. Mais ce sujet est un peu compliqué à ranger dans la colonne du racisme, dans la mesure où J.K. Rowling s'en sert, et principalement dans les animaux fantastiques, pour faire passer des messages sur la préservation des espèces ou encore l'environnement. Mais il est vrai qu'il peut s'agir néanmoins d'une forme de racisme qui ne dit pas son nom. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette question centrale du racisme. On aura l'occasion d'y revenir probablement dans de prochaines vidéos sur les liens entre la Seconde Guerre mondiale et la saga la plus légendaire au monde, mais il nous semblait intéressant d'aborder cette problématique qui est malheureusement encore trop souvent dans notre actualité. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça permet de soutenir nos créations et ça nous fait vraiment toujours plaisir. N'oubliez pas également de nous lâcher un petit pouce, ça nous fait là aussi très plaisir parce que ça veut dire que vous aimez le contenu que l'on produit. Et on se retrouve donc samedi à 11h pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.